Mes chers compatriotes, le président de la République, M. Macron, a annoncé ce mercredi 14 octobre de nouvelles mesures très dures, de nouveau, de restriction des libertés publiques, en prétendant lutter contre une deuxième vague d'infection à la Covid-19. Il a notamment décrété un couvre-feu au-delà de 21 heures et jusqu'à 6 heures du matin en Île-de-France et dans 8 métropoles, et ceci pour 4 à 6 semaines. Il a laissé entendre que l'on pourrait avoir des mesures restrictives jusqu'à l'été 2021 maintenant, c'est-à-dire bientôt 1 an et demi après le début de l'épidémie. Il ne cesse de reporter à plus tard ce délai. Le gouvernement français semble donc considérer que le virus ne s'attrape pas dans le métro quand on est serré aux heures de pointe pendant la journée, mais qu'il peut s'attraper la nuit. C'est un virus noctambule. Pour arriver à une si brillante conclusion, il doit s'agir d'un gouvernement de nyctalopes, cet adjectif qui signifie qui voit la nuit. En introduction, je voudrais faire un point de situation sur l'épidémie de Covid-19, avec d'ailleurs des comparaisons internationales. Il faut quelques instants revenir sur les faits, car le gouvernement et les médias changent en permanence d'indicateurs, ce qui empêche de bien saisir la réalité des chiffres. En effet, il y a, depuis quelques semaines, une augmentation rapide des tests positifs. C'est un fait. Mais, comme le dit M. Hans Kluge, le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé, je le cite, « Nous enregistrons 2 à 3 fois plus de cas par jour par rapport au pic d'avril, mais nous observons toujours 5 fois moins de décès et le temps de doublement des admissions à l'hôpital est toujours 2 à 3 fois plus long. » En d'autres termes, il y a une augmentation beaucoup moins rapide que celle des tests positifs du nombre de personnes placées en réanimation. Et comme le nombre de décès n'augmente pas ou très peu, on peut considérer que le virus, pour l'instant, est beaucoup moins mortel, beaucoup moins létal. On assiste depuis le mois de mai à une très faible augmentation, pratiquement pas d'augmentation du nombre de décès. Alors, pour beaucoup de personnes, comme par exemple le célèbre professeur Toubiana, dans les régions qui ont déjà connu la première vague, l'épidémie a déjà atteint la plupart des personnes qu'elle avait le potentiel d'infecter gravement. C'est notamment le cas de la région Grand Est, qui désormais apparaît comme prémunie contre le reste de la France. Aujourd'hui, ce que l'on voit, ce n'est pas une épidémie, c'est simplement des micro-épidémies, si vous voulez, dans des toutes petites localités, dans des lieux comme ça, où des gens n'ont pas été touchés encore. Et ça s'explique parce que le virus a de plus en plus de difficultés à trouver des personnes susceptibles d'être atteintes. On l'a expliqué déjà hier, et c'est vrai que notamment dans des régions qui ont été fortement impactées en mars, on reprend pas. Je pense à Mulhouse par exemple, où il y a quasiment pas de cas. D'autres médecins font encore valoir que l'on ne sait pas interpréter les chiffres en France, et surtout il y a énormément de flou dans la méthode de calcul qui est utilisée par le gouvernement. Il manque par exemple systématiquement pour les tests PCR les types d'appareils, les modes opératoires utilisés, les écart-types qui sont pourtant obligatoires pour toutes les publications scientifiques concernant des analyses. Forcément, il y a un problème de calcul choisi volontairement pour faire peur aux citoyens. Qui dit ça? C'est le docteur Didier Montet, spécialiste de la gestion des crises sanitaires à Montpellier, et lequel précise d'ailleurs qu'il y a en réalité actuellement 0,0000004 morts par habitant et par jour en France. Elle est là la réalité. On est actuellement sur une moyenne de l'ordre de 25 morts par jour. C'est 25 morts de trop, bien entendu, et ce sont des décès tragiques comme tous les décès. Mais pour l'essentiel, ce sont d'ailleurs des personnes souvent très âgées qui sont atteintes d'autres pathologies. Et puis, il faut comparer ce nombre au nombre des décès quotidiens, qui sont de l'ordre de 1650, et notamment parmi lesquels il y a chaque jour 480 personnes qui décèdent, par exemple, d'un cancer ou qui décèdent d'une maladie cardiovasculaire. Monsieur Macron, qui, vous l'avez noté lors de son intervention, n'a présenté aucune carte sur les évolutions
des décès, n'a retenu que les indicateurs qui font peur et a mis à l'écart tous les autres. C'est en ce nom-là qu'il vient de restaurer les mesures d'exception de l'état d'urgence et de décréter le couvre-feu pour plus de 20 millions de Français. Ce virus que nous connaissons maintenant depuis le début de l'année et qui nous frappe depuis 8 mois revient. Nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Moi, la première réaction que je voudrais faire, c'est que M. Macron n'est pas légitime pour décider seul de ces mesures gravement attentatoires aux libertés publiques. Il faut ici rappeler qu'il est président de la République. Il n'est pas le roi de France. Il n'est pas Nicolae Ceausescu. Il n'est pas tel ou tel potentat. Il a le devoir, comme le confirme l'article 5 de la Constitution, de défendre l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et le respect des traités. Mais il n'est pas le chef du gouvernement. Il y a un Premier ministre, il y a un ministre de la Santé, il y a aussi, faut-il le rappeler, des députés et des sénateurs qu'il doit consulter. Et puis, il peut aussi consulter la population française. Parce que nous sommes quand même dans une situation où M. Macron donne constamment la parole à une poignée de médecins, le conseil scientifique qui n'est élu par personne, ou bien telle ou telle Madame Karine Lacombe et quelques autres personnes qui sont mêlées à des conflits d'intérêts extraordinaires, alors que des centaines de médecins et de sommités médicales, on n'en parle pas. J'ai eu l'occasion de citer ce scandale avec l'affaire du JDD, du journal du dimanche, qui a censuré une tribune qui était signée maintenant par plus de 300 médecins spécialistes qui disent qu'il faut changer la politique vis-à-vis de la Covid-19, et le JDD a fait mousser une lettre signée par 7 médecins, dont la moitié d'entre eux ont des conflits d'intérêts et sont payés grassement par des entreprises pharmaceutiques. Je pense par exemple à ce scandale absolu de Madame Lacombe qui touche 222 000 €, elle-même l'a dit, de laboratoires pharmaceutiques. Enfin quand même, pourquoi M. Macron fait-il ce choix ? Puisqu'il y a des divergences d'opinion entre les médecins, et nous allons le voir entre les pays, puisqu'en fait on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire de façon absolument certaine, eh bien j'estime que ça n'est pas M. Macron tout seul, dont on peut soupçonner qu'il ait des arrière-pensées de nature diverses et variées, j'y reviendrai tout à l'heure, qui doit décider de l'avenir de notre pays. Je l'ai déjà dit, j'y reviens, je pense qu'au point où nous en sommes arrivés, ce sont les Français eux-mêmes qui devraient être consultés par référendum. D'ailleurs, dans son discours, dans son entretien, M. Macron a expliqué, je le cite, « On s'était habitué à vivre comme des hommes libres. » Il faut comprendre en creux qu'il va falloir y renoncer. Il va falloir y renoncer prétendument au nom de la solidarité. Je vais revenir sur la solidarité. Mais ça n'est pas M. Macron à décider tout seul que les Français ne vont plus être des Français, parce que je signale que le mot français, ça veut dire homme libre. Il n'a pas le pouvoir de suspendre les libertés publiques de toute la population sur la base de théories médicales contestées par de plus en plus de spécialistes. En réalité, et je le dis de façon très sérieuse et très solennelle, le vocabulaire de M. Macron est un des vocabulaires guerriers. Il utilise le mot guerre, le mot état d'urgence, le mot couvre-feu. C'est complètement inadapté et complètement hors de propos à la gestion d'une épidémie en général, a fortiori pour la gestion d'une épidémie qui n'existe plus. Puisque, comme l'a rappelé le professeur Toulbiana, une épidémie, c'est lorsqu'on assiste à une augmentation exponentielle, non pas de tests positifs, mais du nombre de décès. Or, il n'y a pas d'augmentation, ou très très peu de nombre de décès. Ça n'a rien à voir avec le mois de mars-avril. On pouvait parler d'une épidémie en mars-avril, on ne peut plus en parler aujourd'hui. 500 le 7 septembre, 1535 un mois et demi plus tard. Est-ce que c'est exponentiel ou pas ? On va essayer simplement de réfléchir. Regardez les mêmes chiffres lorsqu'on était réellement en épidémie. Oui. C'est-à-dire de combien a été-on passé entre la première semaine au moment où on a dépassé un seuil épidémique, parce que ça, on ne parle pas non plus de ce qu'on appelle les seuils épidémiques.
entre la première et la deuxième semaine, vous verrez que les chiffres sont affolants. On m'a toujours dit, regardez, ça va augmenter exponentiellement, et moi j'observe que ça n'augmente pas. Donc il faut faire une vérification après coup. Donc vous me dites, rendez-vous dans 15 jours, et puis on aura rendez-vous dans 15 jours, et vous verrez, ça n'augmentera pas exponentiellement. Bon. En revanche, le discours guerrier de M. Macron, s'il ne s'applique pas du tout à la situation actuelle, ce qui laisse un malaise persistant. Je vois des personnes comme Mme Ségolène Royal qui le dit « Pourquoi tient-il ce discours anxiogène ?» Beaucoup de gens « Pourquoi fait-il peur ?» Eh bien, ce discours, et je suis désolé de le dire, mais il faut bien que quelqu'un le dise. Ce discours est parfaitement adapté à une prise de pouvoir dictatoriale subreptice par M. Macron et son clan. D'ailleurs, c'est le deuxième point. L'expérience étrangère ne justifie absolument pas ces mesures. L'Organisation mondiale de la santé elle-même a reconnu que les nouveaux confinements ne serviraient à rien. Monsieur Macron, on remarque que d'autres pays ont lutté bien plus efficacement contre la Covid-19. La Corée, bien entendu, Taïwan, bien entendu, mais la Chine aussi. On sait qu'à Wuhan, épicentre de l'épidémie, la vie a repris son cours sans aucune distanciation particulière, ni masques en extérieur. L'épidémie est considérée comme terminée. Monsieur Macron, pourquoi lors de votre entretien, les journalistes ne vous ont pas demandé ce que vous en pensiez ? Pourquoi en France, nous ne sommes pas dans la situation de la Corée, de Taïwan, de la Chine ? Pourquoi ? Et si l'on veut s'en tenir à plus proche de nous, la Suède. La Suède a adopté une stratégie très différente depuis le début, puisque le gouvernement de Stockholm a décidé de ne rien changer à la vie quotidienne. Depuis le mois de mars, il n'y a eu pas de confinement, pas de masque. Alors, dans un premier temps, il y a eu une flambée de décès, c'est exact. Et le nombre de morts par habitant en Suède a monté assez rapidement, a dépassé le taux français, mais est inférieur au taux que l'on trouve en Belgique ou au taux que l'on trouve aux États-Unis ou au Brésil. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Seulement depuis le mois de juin, il y a eu un effet probablement d'immunité collective, et depuis le mois de juin, il n'y a plus de morts. Aujourd'hui, en Suède, jour après jour, vous avez 0 mort, 1 mort, 0 mort, 0 mort, 1 mort. Monsieur Macron, pourquoi les journalistes ne vous ont pas demandé ce que vous pensiez de la courbe en Suède ? Parce que la différence entre la Suède et la France, c'est que désormais le taux de morts par million d'habitants en France ne cesse de monter et de se rapprocher de celui de la Suède. Il va probablement le dépasser rapidement. Mais en plus de cela, le gouvernement suédois n'a pas détruit l'économie suédoise. Le gouvernement suédois n'a pas poussé des milliers de restaurateurs, de tenanciers de bars, de brasseries, de cinémas, de théâtres, de touristes. Il ne les a pas poussés à la faillite. Au bout du compte, il n'y a que quelques pays d'Europe occidentale ou de l'OCDE qui, pour l'essentiel, se laissent aller à une fuite en avant de plus en plus restrictive, mais dont l'efficacité médicale n'est pas démontrée. D'ailleurs, on ne s'interroge pas suffisamment sur la stratégie. La stratégie suivie par M. Macron, elle ne peut faire que retarder les infections. Elle ne vise pas à éliminer l'épidémie. On n'a jamais tué un virus avec un masque. On n'a jamais tué le virus avec l'éloignement. On n'a jamais tué le virus avec la distanciation sociale ou avec le couvre-feu. Avec toutes ces mesures, on ne fait que rallonger l'épidémie, lisser l'épidémie pour que le virus se développe moins rapidement. Mais en permettant que ça se développe moins rapidement, ça ne fait que rallonger la crise économique. Ça ne fait que faire augmenter le nombre de faillites. Ça ne fait que faire augmenter le nombre de chômeurs. Et pourquoi fait-on ça ? C'est M. Macron lui-même qui l'a reconnu dans son allocution. Il a dit que les mesures restrictives, avec leurs conséquences désastreuses, ne sont qu'un moyen de décharger l'hôpital public d'un afflux de patients. C'est le point numéro 3. En réalité, le gouvernement, depuis le mois de février-mars, n'a rien fait de ce qu'il aurait dû faire
pour prévenir les conséquences de l'épidémie. Le gouvernement, tel la cigale dans la fable de La Fontaine, la fourmi et la cigale, le gouvernement a passé l'été à chanter, à tergiverser sur les masques. Et M. Macron lui-même a préféré faire son bureau à la feuille d'or pour 900 000 euros. Il paraît que ça ne pouvait pas attendre. Il avait fait déjà refaire la salle des fêtes, etc. Mais plutôt que de s'intéresser à tout ça, le président de la République et le Premier ministre n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient pour investir massivement dans le secteur de la santé, déjà très fragilisé par les mesures restrictives budgétaires prises depuis des années, et pas seulement d'ailleurs par Macron, mais aussi par Hollande, mais aussi par Sarkozy, parce que c'est droite et gauche confondues dans cette histoire, à la demande des grandes orientations des politiques économiques exigées par Bruxelles. Le système hospitalier était exsangue au début du mois de février. M. Macron avait dit qu'il avait bien compris qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Le gouvernement savait qu'il y avait des besoins importants à anticiper du fait de la fatigue des soignants, du fait de l'obligation de séparer dans des chambres individuelles les patients Covid, du fait de la nécessité d'assurer la continuité des soins qui avaient été suspendus pendant le confinement. En particulier les personnes souffrant de tumeurs, de maladies cardiovasculaires, de maladies auto-immunes, les patients au long cours ou bien sortant d'un service d'urgence. Il y a énormément de gens à soigner en France. Il n'y a pas que les gens qui sont atteints par le Covid. Eh bien, le gouvernement n'a rien fait depuis le mois de mars pour préparer les hôpitaux. En particulier les services de réanimation. Il n'a rien fait en perspective d'une éventuelle remontée du nombre de patients. On sait même qu'au contraire, il y a eu des suppressions de postes dans certains hôpitaux publics. Et je ne veux pas rappeler la prodigieuse impréparation qui avait fait jour au moment de la première vague, lorsque l'on s'était aperçu de tous les errements du proche passé, notamment la destruction des stocks de masques dont on avait besoin au moment de l'épidémie et plus maintenant. Par ailleurs, le gouvernement, au lieu d'empêcher les restaurants, les hôtels, les théâtres, les brasseries, les cinémas de fonctionner, il aurait pu prendre, s'il voulait vraiment lisser l'épidémie, il aurait pu prendre des mesures pour mieux favoriser l'enseignement à distance ou le télétravail, ou pour imposer aux entreprises de décaler des horaires du plus grand nombre possible de salariés. On sait que les principaux lieux de contamination sont l'école, le monde professionnel et les transports pour se rendre au travail. Dans ces conditions, on aurait pu faire, vous savez, comme lorsqu'il y a des jours alternés parce qu'il y a trop de pollution, on aurait pu dire qu'il y avait, mettons, diviser les entreprises en trois groupes. Celles dont la raison sociale, le nom commence par entre A et je ne sais pas, et F ou G, qui auraient dû commencer à 8 heures du matin. Celle entre G et M aurait dû commencer à 9 heures du matin. Et celle entre M et Z aurait commencé à 10 heures du matin. On aurait ainsi lissé le nombre de travailleurs dans les transports en commun. Rien de ça n'a été fait. M. Macron, en fait, a fait tout ce qu'il ne devait pas faire et n'a rien fait de ce qui aurait dû être fait. Le point numéro 4, ce sont les conséquences terribles des mesures restrictives qui viennent encore d'être décidées après déjà toutes celles qui avaient été prises depuis le mois de mars, depuis le début du confinement, le 17 mars. La première conséquence est une conséquence politique. Je l'ai dit, je reviens, le parfum de dictature qui sent chaque jour un peu plus fort en France. M. Macron se sent tout permis. Il se sent tout permis pour bloquer les Français, détruire tel ou tel secteur d'activité, décider royalement des avis qu'il va écouter qui sont très minoritaires et des avis majoritaires qu'il refuse d'écouter. Au train où vont les choses, je ne serais plus étonné que M. Macron nous informe d'un seul coup qu'il a décidé d'employer l'article 16 de la Constitution et les pleins pouvoirs. Tout ceci s'accompagne d'ailleurs d'un verrouillage chaque jour plus accru de l'information, avec de grandes manœuvres d'achat et de vente de médias entre milliardaires qui le soutiennent. M. Macron est en train de préparer le verrouillage médiatique pour 2022 pour sa réélection. La nouveauté du jour,
c'est que la radio Europe numéro 1 vient de donner un poste de chroniqueuse, de commentateur de l'actualité politique à Madame Tiffaine Auzière. Madame Tiffaine Auzière, qui n'est pas du tout journaliste, c'est une avocate. Mais c'est la fille de Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron. C'est la belle-fille de Monsieur Macron. Elle vient d'être embauchée sur Europe numéro 1 et elle vient de consacrer sa première chronique à deviner quoi ? À la défense des mesures annoncées la veille par son beau-père. Eh bien, je trouve que le président a conclu de manière fort intéressante hier lorsqu'il a dit « Nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. On s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. » Je trouve qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes face à un choix, celui de pouvoir mettre notre liberté individuelle au service de l'intérêt général. Mais où sommes-nous ? Où sommes-nous tombés ? Même Ceausescu, en Roumanie communiste, n'aurait pas osé. Ceausescu, il avait une fille et 2 fils qui étaient ingénieurs, etc. Il n'aurait jamais osé les faire commentateurs politiques sur une des grandes chaînes de radio de la Roumanie communiste. Il faut que les Français se ressaisissent. La deuxième conséquence est évidemment économique. Il n'y a pas que la catastrophe annoncée dans de nombreux secteurs économiques qui sont déjà durement touchés par le premier confinement. Il y a une autre conséquence économique. Le 7 octobre 2020, on a appris le même jour, d'une part, que les milliardaires, à travers la planète en général et en France en particulier, ont vu s'accroître prodigieusement leur fortune depuis le début de cette année. Au même moment, et c'est le journal Le Monde notamment qui nous l'a appris, en citant une dépêche de l'agence France-Presse, les conséquences de la pandémie ont précipité 1 million de Français dans la pauvreté. Ce basculement dans la pauvreté n'est pas uniquement dû à une conséquence de la pandémie, ça c'est ce que disent les médias. Non, 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 non. Ce basculement dans l'extrême pauvreté de 1 million de Français est dû à la gestion politique de la pandémie par M. Macron. On ne retrouve pas cette évolution en Suède. Ces conséquences vont évidemment s'aggraver avec les nouvelles mesures annoncées de couvre-feu. Alors lorsque M. Macron ou lorsque la chroniqueuse d'Europe numéro 1, sa belle-fille, elle parle du fait qu'on ne doit plus être des hommes libres mais qu'on doit être solidaire, il se moque vraiment du monde. Parce que non seulement on met les Français sous le verrou, non seulement on leur met des muselières toute la journée, mais en plus de ça, on renonce à nos libertés et on accroît de façon phénoménale les divergences sociales, les inégalités sociales. Un tout petit nombre de personnes deviennent immensément riches et 1 million de Français ont basculé dans l'extrême pauvreté. Le 5e point, c'est pourquoi tout ça ? Je vois des responsables politiques, des médecins, Madame Ségolène Royal, des commentateurs de journaux qui disent quand même le gouvernement entretient un effet de panique, c'est l'angoisse, etc. Mais pourquoi tout ça ? Non, M. Macron et son gouvernement, a priori, ne sont pas complètement imbéciles. Pourquoi est-ce qu'ils ameutent la population ? Vous savez, j'ai une devise personnelle, c'est que lorsque je ne comprends pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Je ne crois pas que M. Macron, M. Véran et autres prennent ces décisions pour le plus grand bien des Français. Non, 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 non. Je pense qu'il y a 2 raisons principales. La première, c'est qu'ils anticipent éventuellement des poursuites judiciaires. On voit d'ailleurs que des poursuites ont été mises en œuvre avec des perquisitions il y a quelques jours chez M. Édouard Philippe, chez Mme Sibeth Ndiaye, chez Mme Agnès Buzyn. Et donc je pense que c'est peut-être cette peur de procès qui leur disent on va essayer de s'agiter. C'est une des premières possibilités. Mais il y a une autre possibilité, qui n'est d'ailleurs pas exclusive de la précédente. Je voudrais ici vous parler du sujet dont on parle le moins, alors qu'il est peut-être celui où se trouve la clé du mystère.
Il s'agit de l'évolution de la dette publique du fait des mesures prises par le gouvernement. La dette publique en France est passée de 2 380 milliards d'euros au 31 décembre 2019, c'est-à-dire 98,1% de notre produit intérieur brut, de ce que produit la France en une année. Nous sommes passés à 2 638 milliards d'euros, c'est-à-dire 114,1% du PIB au 30 juin 2020. Cela représente une augmentation de la dette de près de 1,5 milliard d'euros par jour. Cette augmentation phénoménale correspond à une augmentation par jour et par habitant de 22,50 €, y compris les bébés. Et pourquoi tout ça ? Ça découle pour une très large part des mesures gouvernementales. À ce rythme, nous atteindrons sans doute les 116-117% du produit intérieur brut à la fin de l'année. Monsieur le maire, le ministre des Finances, vient de chiffrer à 1 milliard d'euros le coût supplémentaire du couvre-feu. Il est vraisemblable que ce coût sera très supérieur. Un expert des finances publiques, M. François Ecal, magistrat de la Cour des comptes, a récemment imaginé plusieurs scénarios de croissance et de dépenses publiques jusqu'en 2030. Quand je dis imaginer, c'est-à-dire qu'il les a calculés. Ça a donné un article dans le magazine Le Point. Et on nous apprend que dans le meilleur des cas, celui d'une gestion exceptionnellement rigoureuse, comme on est peu capable de le faire, notre endettement, l'endettement de la France, pourrait retomber, si l'on peut dire, à 106% du PIB en 2030. C'est-à-dire que dans 10 ans, il serait encore à peu près 8 points plus élevé qu'au 31 décembre de l'année dernière. Et dans le pire des cas, notre endettement pourrait exploser jusqu'à 173% du PIB en 2030. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos dirigeants nous forcent à prendre des décisions aux conséquences financières totalement délirantes par rapport aux dangers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2025, 2028, M. Macron ou son successeur, si c'est un successeur dans la veine de M. Macron, si c'est un européiste, pro-euro, pro-OTAN, M. Macron ou son successeur nous expliquera que la dette publique est beaucoup trop élevée et qu'il faut faire des sacrifices. Ils expliqueront que tout ça est de la faute des fonctionnaires qui ne travaillent pas, de la faute des services publics qui ne sont pas rentables, que tout ceci est de la faute des gilets jaunes, que tout ceci est de la faute du Covid. Et donc, ils nous expliqueront que cet endettement qu'ils ont créé eux-mêmes, en ce moment, ils sont en train de le créer. Ils nous expliqueront qu'ils nous obligent à faire comme la Grèce, parce que 173% du PIB, c'est le ratio de la Grèce avant les réformes. Et ils nous expliqueront donc qu'il faut démanteler EDF. Il y a d'ailleurs actuellement un rapport de la Commission européenne qui envisage le démantèlement complet d'EDF et sa privatisation. Ils nous expliqueront qu'il faut achever de privatiser la SNCF, la Poste, qu'il faut privatiser les pans entiers de notre système de sécurité sociale et peut-être même la sécurité sociale en entier. Et puis ils procéderont, comme en Grèce, au pillage de notre patrimoine national. Je rappelle que la Grèce a dû vendre des îles, l'île près de Ithaque. M. Macron n'est pas à ça près, d'ailleurs. Il a déjà bradé Alstom. Madame Macron, pour sa part, a annoncé, alors qu'elle n'en a absolument aucun droit, qu'elle entendait faire vendre du mobilier national, en se prévalant d'ailleurs déjà de la Covid-19, pour financer une fondation pour les hôpitaux. Donc, ce n'est pas faire preuve d'un excès de pessimisme, mais tout simplement de réalisme, en imaginant que dans quelques années, on nous expliquera que si on a 160% de dette du PIB, il faut vendre des joyaux du patrimoine national. Vous le verrez, vous risquez de le voir. On nous expliquera qu'il faut vendre le château de Chambord, par exemple à Gilead Sciences, le château de Versailles,
le château de Chantilly avec ses collections, à autant de fonds de pension américains. Et on nous expliquera, mais non, ça n'est rien. C'est simplement, ils auront des contraintes de présentation au public. En réalité. Et c'est là, peut-être, le point le plus vicieux de toute cette affaire. C'est que la politique menée par M. Macron n'a pour conséquence fatale que de faire augmenter notre dette publique dans un contexte de surabondance des liquidités où de grands investisseurs internationaux ne savent plus quoi faire de leur argent. Sachant que la planche à billets américaine a créé des milliards, des dizaines et des centaines de milliards de dollars factices. Eh bien, ces grands investisseurs prêtent volontiers cet argent à la France et dans 5 ans, dans 7 ans, nous demanderons l'addition et pourront nous dépouiller si besoin est. Imaginez par exemple un couple de Français qui s'est endetté sur 20 ans pour acheter un petit appartement ou une maison à la banlieue, et puis d'un seul coup vous avez une banque qui a envie de faire razzia sur leur maison, et la banque qui va voir, qui paye un médecin pour aller les voir, et le médecin commence à leur dire « Ouh là là, ne sortez surtout plus, rôde la peste bubonique, il faut surtout que vous restiez confinés chez vous pendant 2 mois, et puis 3 mois, et puis 5 mois, et puis 1 an. Mais alors comment va-t-on faire pour travailler et gagner de l'argent ? Ne vous inquiétez pas, répond le médecin, je connais une banque qui va vous prêter de l'argent. » C'est exactement là ça la situation. Et puis le couple ne travaille pas pendant 1 an ou 2, et puis après... D'un seul coup, la banque qui a prêté l'argent vient les voir et leur dit écoutez, maintenant, donnez-moi l'argent. Et comme le couple ne l'a pas, donnez-moi votre maison. C'est exactement le scénario qui est en train de se passer. Je résume. La gestion de la Covid-19 par M. Macron, sur la base d'informations parcellaires et contredites par une majorité de médecins, contredite par une majorité d'États du monde et contredite par l'OMS. Cette gestion de M. Macron a pour conséquence fatale que la France, qui était déjà très endettée, va atteindre le niveau d'hyperendettement de la Grèce d'ici 3 ou 4 ans. Et si la France a atteint le niveau d'hyperendettement de la Grèce dans 3 ou 4 ans, on nous appliquera le traitement de la Grèce, c'est-à-dire la vente de tout notre patrimoine, la division des retraites par 2 ou 3, la privatisation de tous les services publics. En conclusion, nous l'avons vu, nous allons à grands pas à la fois vers une dictature sournoise qui est en train de faire main basse sur nos libertés publiques et sur tous les médias, qui est en train d'interdire de facto toutes les oppositions de se faire connaître. Mais nous allons également vers une France dont les dirigeants sont en train de brader tout notre patrimoine restant. Monsieur Macron, qui est un banquier d'origine, connaît ce concept, ça s'appelle le run-off en anglais. Run-off d'une entreprise, par exemple, ça s'appelle la gestion extinctive. Monsieur Macron est en train de procéder à la gestion extinctive de la France. C'est-à-dire qu'il est en train de procéder à son démembrement. Je vais y revenir dans une autre vidéo sur ce qui se passe en Alsace, sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, sur ce qui se passe en Bretagne. Monsieur Macron est en train de laisser filer tout notre patrimoine industriel. Mais M. Macron est là, en fait, pour procéder à l'enterrement de notre pays et à son démantèlement. Et face à ce désastre, mais d'une ampleur millénaire, et je n'exagère pas, je suis très solennel, où sont les opposants ? Madame Le Pen a disparu. Elle est, dit-on, sur la réserve. Madame Le Pen soutient l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, mais elle soutient aussi M. Macron en disant voilà, il aurait peut-être pu. Je n'ai jamais vu Madame Le Pen expliquer ce qui se cache derrière cette affaire de Covid-19 et derrière la gestion. M. Mélenchon proteste
Mais lui non plus ne veut pas sortir ni de l'Union européenne ni de l'euro. Monsieur Mélenchon, lui non plus, ne montre pas ce qui se cache derrière cette affaire de gestion. Et je n'ai pas entendu parler de l'augmentation phénoménale de la dette publique et du traitement à la grecque que M. Macron et ses successeurs nous réservent. Et les Républicains du temps de Fillon qui n'avaient de cesse que de hurler contre la France en faillite. Monsieur Fillon, en 2012, parlait déjà... Écoutez-le, il disait déjà que la France était en faillite, c'était en 2012. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. J'ai dit que la France était en faillite, avec une dette insoutenable. À l'époque, lorsque M. Fillon dressait ce diagnostic, c'était il y a 8 ans, on avait 90% de dette du PIB. Maintenant, M. Macron, qui l'a soutenu, M. Fillon a appelé à voter pour Macron en 2017, M. Macron a fait passer l'endettement de la France à 114%, bientôt 117%. Et on dit qu'ici ou là, il y aurait un certain nombre de membres des Républicains qui appelleraient à voter pour M. Macron en 2022. En réalité, la situation, elle est d'une exceptionnelle gravité. J'insiste sur le fait que l'Union populaire républicaine est la seule grande force politique à vous expliquer que ce qui se cache derrière, c'est un traitement de la France prochainement à la grecque. Je suis à la tête de la seule formation qui, depuis 13 ans et demi, vous dit la vérité et l'explication de ce qui se passe. Si vous continuez à faire confiance à En Marche, j'en parle même pas, mais aux pseudo-opposants PS, PC, ELV, que l'on n'entend pas non plus d'ailleurs sur ces questions, ou bien aussi au Rassemblement national, ou bien à la France insoumise, cela ne changera rien du tout. Et ceux qui sont en train de détruire notre pays arriveront à leur fin et nous annoncerons en 2022 pour la campagne présidentielle que la France doit être réformée de fond en comble parce qu'elle a atteint le niveau de faillite de la Grèce. Je souhaite commenter à chaud l'allocution d'Emmanuel Macron de ce soir 28 octobre 2020 par laquelle il a annoncé rien moins que le reconfinement de la société française pour cause de Covid-19. Même si l'on peut admettre qu'il s'est un peu amélioré sur la forme, le fond reste catastrophique. Son allocution est remplie de mensonges, de contre-vérités, d'injustices, de manque d'analyse concrète, de manque de comparaison. Et c'est ce que je souhaite maintenant détailler avec vous. En fait, Emmanuel Macron fait comme si toutes les solutions étaient mauvaises, sauf celle qu'il a retenue. Alors que toutes les solutions ont des avantages et des inconvénients. Mais il est probable que le confinement qu'il a retenu est la pire de toutes. En tout cas, c'est ma conviction et j'essaye de vous la faire partager. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, le confinement ne soigne pas les gens. Il ne tue pas le virus. Il ralentit sa circulation. Et j'ai un certain nombre de questions centrales à poser à Emmanuel Macron, du moins des questions auxquelles il n'a pas répondu. La première chose que je voudrais dire, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de ce qui se passe en Suède, dans la mesure où il s'est prévalu d'affirmations selon lesquelles la France était le pays qui réussissait le mieux et qu'au niveau international, c'est tout juste si le monde entier ne béait pas d'admiration devant la gestion de la Covid-19 par Emmanuel Macron. Je donnerai un seul chiffre, un seul nombre. La France officiellement annonce en ce moment avoir 52 000 nouveaux cas de coronavirus par jour. C'est l'équivalent, c'est supérieur à ce qu'annoncent la Chine et l'Inde cumulés, qui, ces deux pays, représentent à eux deux 2,7 milliards de personnes. Et M. Delfraissy, le président du Conseil scientifique,
a annoncé qu'on devrait monter à 100 000 nouveaux cas, c'est-à-dire l'équivalent de peut-être 70 pays du monde, représentant 3,5 milliards de personnes. On ferait aussi bien ou aussi mal que ça avec 67 millions de personnes. Il y a donc un problème. Première question, il ne parle pas de la Suède. Je rappelle ici que la Suède a décidé de ne pas confiner sa population depuis le début et de ne lui imposer ni le port du masque ni le confinement. Même si au début de la pandémie, la Suède a connu une plus forte mortalité que la France, maintenant, il n'y a pratiquement plus de morts en Suède, et ceci depuis le mois de juillet. Le nombre de morts par habitant en Suède au cours des 30 derniers jours s'est élevé à 0,2 morts par jour et par million d'habitants. De telle sorte que le haut niveau qu'ils avaient de décès par rapport à la France acquis en avril, mai, juin, eh bien progressivement, comme ils ont très peu de morts en ce moment, quasiment pas, c'est la France qui est en train de rattraper le taux de mortalité suédois. Si l'on ramène le nombre d'habitants de la Suède, 10 300 000 habitants, à celui de la France, 67 millions d'habitants, la Suède aurait aujourd'hui 37 753 morts, alors que la France en annonce 35 541. Donc l'écart, si j'ose dire, entre les deux solutions, la solution française de confinement, couvre-feu, etc., et la solution suédoise où il n'y a eu ni confinement ni port de masque obligatoire, ce différentiel n'est plus que de 3 212 décès. Au rythme tragique des décès de la France actuellement, puisqu'on nous a annoncé 500 morts, cet écart sera visiblement comblé dans quelques jours et il va se creuser ensuite. Les médias bien pensants essaient d'expliquer ce phénomène en invoquant le fait que la densité de la Suède serait inférieure à la densité de la France. Mais c'est se moquer du monde. Par exemple, la densité d'habitants dans la ville de Mulhouse est inférieure, pas beaucoup mais un peu inférieure, à la densité d'habitants dans la ville de Stockholm. Pourtant, Mulhouse a été l'une des villes les plus touchées par la Covid-19 en mars-avril, et à Stockholm, il n'y a quasiment pas de morts. Pareil pour Toulouse, qui aura bientôt ses hôpitaux saturés et dont la densité d'habitation est 2 fois inférieure à celle d'Uppsala, qui est une autre grande ville de Suède. Deuxième question, pourquoi Macron ne parle-t-il pas non plus de ce qui se passe en Argentine ? La gestion de l'Argentine est aux antipodes de celle de la Suède. La Suède, pas de confinement, pas de port du masque. L'Argentine, confinement général de la population depuis 7 mois. Si l'Argentine avait la même population que la France, elle aurait à ce jour, j'ai fait le calcul, l'équivalent de 44 765 morts à déplorer, c'est-à-dire 9 224 de plus que la France. Donc la mortalité de l'Argentine, qui procède à un confinement général depuis 7 mois, est supérieure au taux de mortalité de la France. Les médias nous expliquent, ils ont toujours une bonne raison, que ce serait à cause de l'indiscipline de la population confirmée. Là aussi, j'ai se moquer du monde. Quelle étude prouve que les Argentins seraient moins disciplinés que les Suédois qui ne sont pas confinés, ou que les Italiens qui font des émeutes contre le couvre-feu et qui ont des taux de mortalité inférieurs à ceux de l'Argentine? Pour les amateurs de densité de population, je signale d'ailleurs que la densité de population de l'Argentine, qui est de 16 habitants par kilomètre carré, est nettement plus faible que celle de la Suède, qui est de 21 habitants par kilomètre carré. Pour résumer, la comparaison des résultats de la France, de la Suède et de l'Argentine conduit à une conclusion qui est assez stupéfiante. Il semblerait que plus l'on confine et plus le nombre de la Covid-19 augmente. C'est vraiment contraire à l'intuition. On a du mal à le croire. Et je ne suis pas sûr que ce soit une règle scientifique. Mais c'est quand même un résultat qui devrait conduire les plus hautes autorités de l'État à y réfléchir à 2 fois avant de prendre des décisions aussi stratégiques. Alors le plus extraordinaire, c'est qu'il se trouve que ce constat contre-intuitif est pourtant exactement celui qu'avait fait le ministre de la Santé Olivier Véran lui-même le 9 mars 2020 sur BFM TV. Écoutez ce qu'il disait. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus.
Alors c'est quand même extraordinaire. Cette citation a été faite avant le premier confinement, qui a été décidé le 17 mars, c'est-à-dire 8 jours après. Et ça confirme donc cette analyse empirique que je fais devant vous. Alors, il est vrai que le journal Le Monde a tenté ensuite, au mois d'avril, le 14 avril, d'essayer de justifier cette incohérence par un débunkage dans sa rubrique des décodeurs, qui reste un modèle de mensonge et de langue de bois. En gros, le journal Le Monde a expliqué à l'époque qu'Olivier Véran n'avait pas dit ce qu'il avait dit, qu'il ne parlait que des salles de spectacle. Pourtant, vous l'avez entendu, quand il mentionne d'ouvrir les fenêtres et les portes au printemps, il ne faisait pas référence à des concerts. Il faisait référence au fait qu'il devait connaître, sans doute comme médecin, que le confinement semble favoriser la circulation du virus. On peut le comprendre d'ailleurs. C'est qu'il suffit qu'une personne attrape le virus quand il sort, parce que le confinement n'est jamais total, et puis après il revient dans un endroit confiné où les gens laissent tomber les barrières, et puis ça redémarre dans ce qu'on appelle un cluster. Vous avez d'ailleurs vu au passage que Emmanuel Macron, ce soir, a bien insisté sur le fait qu'il fallait être très prudent, même en famille, même avec les enfants, porter le masque, donc même chez soi. Troisième question à laquelle Macron n'a pas répondu, donc il n'a pas évoqué, il ne parle pas de ce qui se passe en Afrique. Je voudrais citer l'Algérie, qui compte 44 millions d'habitants et qui n'a enregistré que 1931 morts. Si la France avait le même taux de mortalité que l'Algérie, notre pays n'aurait à déplorer que 2 940 morts au lieu de 35 541. Donc, j'insiste, nous avons 12 fois plus de morts par habitant qu'en Algérie. Alors cette fois-ci, l'explication toute trouvée de la sphère médiatique qui défend bec et ongle les choix décidés par Emmanuel Macron, quand je dis décidés, c'est pour ne pas dire imposés à Emmanuel Macron, eh bien la bonne explication cette fois-ci, c'est qu'il paraît qu'il n'y aurait que des jeunes en Afrique, que le Covid ne tue que des personnes âgées, et donc ça serait normal qu'en fait ils aient des taux de mortalité très très inférieurs. Je ne dis pas que tout est faux dans cette affirmation. Je veux bien admettre qu'il y a en partie du vrai. Il y a en effet beaucoup plus de jeunes en Afrique ou au Maghreb qu'en France. Mais il faut quand même pas exagérer. Il n'y a pas non plus que des jeunes. Il y a aussi des personnes âgées. En Algérie, il y a 4 fois moins de personnes de plus de 65 ans en Algérie qu'en France. Bon. Mais néanmoins, même en tenant compte de cette différence de courbe de pyramide des âges, j'ai fait le calcul, la France compte 50% de taux de mortalité supérieur à l'Algérie, notamment si on tient compte des plus de 65 ans. Alors, pourquoi cette situation? Pourquoi l'Afrique? Ça serait quand même intéressant que les pouvoirs publics s'intéressent à l'Afrique aussi, de même qu'à la Suède ou qu'à la Biélorussie. La Biélorussie qui n'a procédé à aucun confinement et qui d'ailleurs a beaucoup moins de morts. Pourquoi l'Afrique? Peut-être parce que ces pays n'ont procédé à aucun confinement, auquel cas ça viendrait confirmer le constat que je faisais sur la Suède, sur la Biélorussie et ailleurs. Ou alors, c'est aussi une autre explication. Alors je sais que je vais me faire fusiller par les tenants de la pensée unique, mais peut-être que ce taux de mortalité faible ou très faible en Afrique a peut-être aussi quelques rapports avec le fait que des millions de personnes y prennent quotidiennement des antipaludéens comme l'hydroxychloroquine, et ceci depuis des années et des années. Ceci me permet de souligner la 4e question à laquelle Macron n'a pas répondu. Pourquoi interdit-il en France l'usage prophylactique de l'hydroxychloroquine joint à l'azithromycine et au zinc? Le président de la République est le premier à savoir que son gouvernement a interdit l'usage de l'hydroxychloroquine en France, et cela suite à l'étude entièrement falsifiée parue dans le magazine britannique The Lancet. Cette étude a ensuite été démasquée comme ayant été un faux. Elle a été retirée de la publication et, chose rarissime, le magazine The Lancet a présenté ses excuses à son public planétaire. Pourtant, malgré cette supercherie mondiale, l'interdiction du médicament qui a été prise dans les jours suivants par M. Véran est toujours en vigueur dans notre pays. On marche sur la tête. Surtout que désormais, on en sait plus sur ce médicament. Le docteur Gérard Maudru
a publié le 25 octobre, donc il y a 3 jours, un article franchement très intéressant, très détaillé, technique, mais très fouillé, dans le quotidien du médecin, qui est le journal des médecins français. Et dans son article, il y a recensé toutes les études scientifiques réalisées à travers le monde sur l'hydroxychloroquine. Il en a conclu qu'au vu des 3 études françaises et des 118 études mondiales qu'il a examinées, il est indéniable que l'hydroxychloroquine a un effet sur la Covid-19, notamment à titre prophylactique, c'est-à-dire le plus tôt possible, peut-être même avant la contamination. Plus la prescription est précoce, plus elle est efficace. Elle peut atteindre 60-70% d'effets positifs. De manière surprenante, donc, il n'y aurait qu'en France que cela ne marcherait pas. Concernant les effets positifs, les plus mesurables et indiscutables sont, toujours d'après les études recensées par le docteur Maudru et publiées dans le quotidien du médecin, eh bien les deux critères les plus impactés seraient l'hospitalisation, la durée d'hospitalisation et les décès qui seraient réduits l'un et l'autre d'environ 50% dans toutes les méta-analyses. Monsieur Maudru, le docteur Maudru, insiste bien sur le fait que l'hydroxychloroquine n'est pas le médicament miracle. Mais il montre que de façon écrasante, il y a quelques études négatives sur lesquelles d'ailleurs les médias se précipitent pour les mettre en avant, les mettre en lumière, mais il y a énormément plus d'études faites à travers le monde qui montrent que globalement, sans être un médicament miracle, l'hydroxychloroquine semble apporter 30, 40, 50%, 60% de mieux, à condition que ce soit traité très en amont. Et donc, le problème numéro 1 de la France serait en fait, outre le refus d'administrer l'hydroxychloroquine, l'accès à l'hospitalisation, puisque on a des durées d'hospitalisation 2 fois plus longues. Ce qui m'amène à aborder une 5e question à laquelle M. Macron n'a pas répondu. Moi, je m'adresse à lui. Pourquoi, M. Macron, n'avez-vous pas mis le paquet depuis le début de cette année pour construire des hôpitaux ? Qu'est-ce qui s'est passé en mai, juin, juillet, août, septembre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avez-vous laissé diminuer encore le nombre de lits et de postes dans certains hôpitaux ? Et pourquoi avez-vous visiblement trouvé prioritaire de refaire la salle des fêtes de l'Élysée, votre bureau à l'Élysée avec des feuilles d'or, et maintenant de refaire la salle du Conseil des ministres? Bien sûr, je sais que ces dépenses sont minimes à vos yeux et minimes par rapport au budget de l'État. C'est vrai. Je sais que certains vont dire c'est du populisme. Mais ce que je sais aussi, c'est que ça représente quand même 500 000 euros par-ci, par exemple pour acheter de la vaisselle, 930 000 euros par-là, pour mettre des feuilles d'or sur les murs de votre bureau. Monsieur Macron, comment pouvez-vous ne pas comprendre que ces dépenses, compte tenu de la situation cataclysmique que traverse la France, ces quelques millions d'euros dépensés pour des choses tout à fait accessoires, pour ne pas dire frivoles, sont inacceptables pour la population, qu'elles prennent des allures de gifles, que ce sont des symboles de votre égoïsme foncier, de votre incapacité à comprendre la situation, de votre mépris insondable pour les Français et pour les plus pauvres d'entre eux. Comment pouvez-vous ne pas comprendre dans votre tête que vous ressemblez à Louis XVI et Marie-Antoinette quand vous prenez ce genre de décision ? Et puis ma 6e question, à laquelle vous n'avez pas répondu non plus dans votre intervention de ce soir. Pourquoi n'expliquez-vous pas aux Français le montant inimaginable d'endettement public supplémentaire auquel vous êtes en train de condamner non seulement les Français vivants, mais leurs enfants à venir et leurs petits-enfants à venir? Et tout ceci sur la base de ces pseudo-décisions, de ces décisions pseudo-scientifiques que de plus en plus de médecins rejettent. Il y en a assez de parler toujours du professeur Raoult ou du professeur Perron. Il y a des centaines de médecins à travers la France maintenant qui protestent contre l'interdiction de pouvoir prescrire de l'hydroxychloroquine, qui protestent contre l'obligation d'un port du masque en papier qui ne sert strictement à rien, qui protestent contre le fait qu'on n'a pas assez de lits, qui protestent contre le fait que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires quand il le fallait, notamment sur les tests.
Faut-il vous rappeler que plus d'1 million de Français ont sombré dans la précarité et dans la grande pauvreté suite à votre décision de procéder au premier confinement? Faut-il vous rappeler, monsieur Macron, que le prétendu plan de relance de l'Union européenne dont vous vous êtes gargarisé comme si c'était un grand succès est en fait un désastre supplémentaire qui va endetter nos enfants de 100 milliards d'euros pour que la France n'en bénéficie que de 40 milliards et à un taux moins bon que si la France avait emprunté seule? Faut-il davantage encore vous rappeler que la dette française, que vous jugiez beaucoup trop élevée avant votre élection, avait mis une dizaine d'années à grimper de 15% du PIB et que nous venons pas même 1 an de nous endetter de nouveau de 15% du PIB. Monsieur Macron, vos décisions, il faut que tous les Français le comprennent et vous n'avez pas annoncé le moindre chiffre de cette nature. Avec vos décisions, avec la décision de fermer autoritairement les commerces, les artisans, de mettre tout le monde dans une espèce de chômage forcé et par ailleurs de vous donner une espèce de beau rôle en disant on va vous indemniser. Mais qui va indemniser? On va faire des déficits publics énormes et on va augmenter la dette de l'ordre, depuis le début de cette pandémie, de 400 milliards d'euros. Monsieur Macron, vous savez que la crise grecque a commencé quand la Grèce a atteint environ 150% du PIB. Avec vos décisions, vous mettez de force les Français à la maison, alors que bien d'autres pays n'ont pas du tout pris cette décision et ils s'en portent mieux en plus de ça, comme la Suède du point de vue de la pandémie. Avec vos décisions, nous allons bientôt atteindre 120% du PIB, et puis peut-être 130, 140. On se rapproche terriblement du cas grec. Ça ne sera pas le cas de la Suède, ni de la Biélorussie, ni de l'Afrique, qui n'ont pas fait de confinement. Alors on peut se poser la question, je l'ai déjà évoqué dans une vidéo antérieure, est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que votre objectif, c'est de boucler les Français chez eux pour ruiner la France? Parce qu'ensuite vous vous dites, mais il est normal d'emprunter, et jusqu'à ce que nous soyons collectivement tellement endettés que nous soyons forcés de vendre à très bas prix, de brader tout notre patrimoine national à vos amis banquiers. Ça tombe bien d'ailleurs pour eux, puisqu'il y a un excès monumental de liquidité au niveau mondial, et les banquiers ne savent plus à qui prêter. C'est peut-être bien ça que vous cherchez, monsieur Macron. D'ailleurs, j'aimerais dire au passage que quand je vois des responsables politiques, des Républicains par exemple, dire qu'il faut s'allier à M. Macron le plus tôt possible, quand je vois que M. Fillon avait appelé à voter pour M. Macron au 2e tour de l'élection présidentielle, alors qu'il a fait sa campagne depuis des années sur le fait que la France était en faillite parce qu'on avait 85 ou 90% du PIB de dette publique, maintenant on fonce vers les 120. M. Fillon, vous trouvez ça bien? 7e question. Monsieur Macron, vous n'en avez pas parlé, mais il faut présenter aux Français l'ampleur des dégâts collatéraux de vos décisions. Vous avez évoqué le fait qu'il fallait y faire attention. Chaque année, les hôpitaux sont débordés lors des épidémies de grippe. C'est pas nouveau. Il y avait eu, je crois, quelque chose comme 21 000 morts en 2017. 20 heures d'attente. Cette femme de 99 ans est restée dans le couloir des urgences durant 20 heures, attendant son transfert dans le service gériatrique. Son cas n'est hélas pas isolé. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Mais cette fin d'année est particulièrement difficile. Il y a toutes les pathologies dues au froid, bien sûr, et surtout l'épidémie de grippe qui est arrivée plus tôt que prévu. Voilà 1 mois que l'épidémie de grippe a démarré. Selon SOS Médecins, elle aurait déjà affecté 1 million de personnes. Une épidémie précoce et un virus apparemment très contagieux. Une épidémie de grippe intense qui entraîne des services d'urgence surchargés, aux limites de leur capacité, selon la ministre Marisol Touraine. Autre grand titre de ce samedi, cette situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente
et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Le plan grippe a été déclenché, des lits supplémentaires ont été affectés aux urgences, mais en plein pic épidémique, l'hôpital redoute l'afflux de malades. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. La grippe touche désormais tout le pays et a déjà fait 1800 morts. C'est moins que l'année dernière à la même époque, mais comme on le voit sur ce graphique, l'épidémie cette année est plus virulente et surtout plus tardive. Les chiffres devraient donc encore évoluer, sachant que le virus est responsable tous les ans de plus de 10 000 décès. Chaque année aussi, suite aux demandes de la Commission européenne, la France est condamnée à toujours plus d'austérité et de coupes budgétaires. On tape sur le SMIC, les retraites, les services publics, l'école, l'armée, les forces de l'ordre, l'agriculture, les infrastructures, la recherche, etc., etc. On ne peut quasiment plus investir nulle part parce que prétendument il faut tout consacrer à sauver l'euro, qui par ailleurs, je renvoie les auditeurs à toutes mes analyses, finira par exploser un jour ou l'autre. D'ailleurs, la Banque centrale européenne est de nouveau très inquiète. En 2017, la surmortalité de l'épidémie de grippe, je le disais à l'instant, a donc été de 21 000 décès. Et chaque année, l'épidémie de grippe fait au moins 10 000 morts. Donc ce à quoi on assiste en ce moment, pour le moment, ça n'est pas pire qu'une épidémie de grippe classique. Vous nous avez sorti ce soir, sorti d'un chapeau, une prédiction de 400 000 morts. Est-ce qu'on peut savoir comment a été calculé ce nombre? Et puis quand même, vous n'avez aucune pudeur. Quand vous avez un monsieur Delfrécy qui est à la tête du conseil scientifique, qui vous donne, paraît-il, des conseils formidables depuis le mois d'avril, et que maintenant, la bouche en cœur, vous nous dites que si on referme pas tout, on va avoir 400 000 morts en plus, mais vous n'avez... C'est incroyable. Enfin, dans ces conditions, la première chose que vous devriez faire, c'est de virer M. Delfrécy pour incompétence. Il a d'ailleurs 72 ans. Il a mérité une retraite bien méritée. Il faudrait d'ailleurs aussi, pour la même occasion, nettoyer les écuries d'Augias et enlever de ce conseil supérieur que vous avez établi tous les médecins qui ont des conflits d'intérêts majeurs avec des grands laboratoires pharmaceutiques qui les payent par derrière. En tout cas, et dans un tel contexte, que signifie votre décision de ce soir? Ça veut dire que vous allez confiner tous les hivers la France? S'il y a 10 000 morts, on confine? Ça veut dire que la France... avec vous, va entrer en hibernation tous les ans, et que tous les ans, pendant plusieurs mois, on va s'achever de détruire ce qui reste de l'économie française? Je signale au passage que ce Covid-19 a quand même bien des avantages à vos yeux, et ces confinements. Puisque si j'en crois la rumeur qui circule, il semblerait que vous allez invoquer la crise du Covid-19, le reconfinement et patati patata, pour reporter aux calendes les élections départementales et les élections régionales qui devaient avoir lieu en mars 2021. Mais où ça va? Qu'est-ce qui nous assure que vous n'allez pas nous sortir d'un chapeau à l'été 2021 que, ma foi, cette fois-ci, on attend 5 millions de morts si ça continue comme ça, et donc il faut nécessairement reporter les élections présidentielles et législatives? Est-ce que ça serait pas par hasard une dictature que vous êtes en train de nous installer sous couvert de nous sauver? Vous savez, monsieur Macron, vous avez beau dire qu'il faut l'unité nationale derrière vous, mais vous savez que énormément de Français ne vous croient plus sur cette question. Énormément de Français sont très inquiets de la situation, puisque vous avez tellement dit le tout et son contraire. Vous avez tellement menti. Vous êtes complètement disqualifié aux yeux du peuple français. Alors je terminerai en disant ce qu'il faudrait faire. Moi, si j'avais été élu en 2017, ce qui n'était pas possible puisque les Français ne me connaissaient pas. Je rappelle que j'ai eu 0,9% du temps de parole pendant que tous les grands médias des oligarques et les banques donnaient 20%, 24% du temps de parole à M. Macron pour qu'il y soit encensé toute la journée. Donc si nous avions été en démocratie, pour dire les choses, si nous n'avions pas été dans une dictature qui prend des allures de démocratie mais qui verrouille les élections, si j'avais été élu, les décisions que j'aurais prises auraient été très claires. 1.
je me serais interdit de nommer au conseil scientifique tout médecin ayant des conflits d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques. Je l'ai déjà dit. 2. J'aurais autorisé le traitement à l'hydroxychloroquine jumelé à l'azithromycine et éventuellement à du zinc en adjuvant, en laissant la liberté de prescription médicale aux médecins, dont je rappelle qu'ils ont prononcé le serment d'Hippocrate au moment de l'obtention de leur thèse de docteur en médecine. Ils ont donc une responsabilité morale et éthique de sauver, quoi qu'il puisse y avoir, de tout faire pour sauver quelqu'un qui leur confie sa vie. Monsieur Macron, Monsieur Castex, vous n'avez jamais prêté le serment d'Hippocrate, je ne vous le reproche pas, mais vous devriez tenir compte de l'émotion de très nombreux médecins à travers la France qui veulent pouvoir prescrire ce qui leur semble bon. 3e décision, j'aurais investi dans les hôpitaux, et ceci pas maintenant, dès 2017, conformément à mon programme présidentiel. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que la Chine a construit un hôpital en 10 jours, que l'Angleterre a transformé un parc des expositions en un hôpital de 4000 lits en une quinzaine de jours. Je rappelle ici que Macron, lui, n'a fait qu'installer 30 lits sur un parking à Mulhouse, dans une espèce de tente de secours disposée par l'armée. Et puis qu'ensuite, et en même temps, il a fermé des lits et des postes de médecins. Je rappelle que les personnes qui sont infectées maintenant sont, pour une grande partie d'entre elles, celles qui n'ont pas été infectées lors de la première vague. On le voit très bien avec l'exemple de Mulhouse, justement, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, tout porte à croire que le gouvernement a préféré décaler la fin de l'épidémie à cause de la saturation des hôpitaux et donc de détruire l'économie du pays plutôt que d'investir dans les hôpitaux. J'ose le dire, Monsieur Macron, j'estime que vos décisions sont à la fois absurdes et criminelles. 4e décision que j'aurais prise, j'aurais mis le paquet pour que l'on recherche d'où vient le coronavirus. Le professeur Descroly, qui est directeur de recherche au CNRS, dans la dernière livraison du journal du CNRS, qui a eu lieu hier même, le 27 octobre 2020, c'est un très grand scientifique, il a précisé que le virus responsable, qu'on appelle le SARS-CoV-2, ne vient pas de l'homme. Il n'y a pas de souche humaine. Et il a précisé qu'on ne connaît toujours pas l'animal intermédiaire qu'aurait fait l'intermédiaire entre les chauves-souris, d'où viennent la quasi-totalité des virus, et l'homme. Ce grand scientifique a également souligné qu'on ne peut pas exclure, à ce jour, que ce virus ait été fabriqué sciemment par des hommes dans un laboratoire P4. Il a dit que cette thèse, même si certains la traitent de complotiste, elle n'est pas sûre, mais elle ne peut pas être écartée actuellement par la communauté scientifique, tellement ce virus présente des caractéristiques moléculaires étranges. Eh bien moi, j'aurais mis le paquet donc pour trouver l'origine de ce virus, parce que, nous le dit ce professeur, il est essentiel de bien connaître comment est apparu ce virus, par quel animal il a transité pour fabriquer un vaccin efficace. Ce soir, M. Macron nous a fait miroiter un vaccin qui maintenant serait à l'été 2021. Ça fait 1 an et demi déjà de pandémie et de confinement. Mais même si c'était vrai, il est loin d'être acquis. Il sera disponible à l'été 2021. Il est loin d'être établi que son efficacité sera formidable. Elle risque en fait de ne pas être supérieure à celle des vaccins antigrippaux, c'est-à-dire très faible, puisque vous savez que chaque année, le virus de la grippe fait des mutations. 5e décision que je prendrais si je devais maintenant être à la tête de la République. Je mènerais une politique déterminée pour lutter contre les effets collatéraux majeurs de vos décisions. Car contrairement au nombre effarant de 400 000 morts sortis d'un chapeau et dont on ne sait qui l'a inventé, il apparaît au contraire de plus en plus qu'il y a plus de risques à reconfiner qu'à ne rien faire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens, notamment des personnes âgées, qui craignent d'aller à l'hôpital pour y attraper le coronavirus, eh bien, elles décident de s'abstenir, de surseoir à leur visite. Le résultat, c'est que des personnes âgées, mais pas que des personnes âgées, ne sont plus dépistées pour des maladies graves, des cancers, des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et j'en passe.
elles ne sont plus suivies, ou elles ne sont même plus diagnostiquées, ou elles le sont beaucoup trop tard. On a des cas d'ORL qui ont observé un peu partout en France un déclin vertigineux des personnes âgées dans les EHPAD à force d'être isolées socialement. Vous le savez d'ailleurs vous-même, puisque dans votre reconfinement, vous avez anticipé qu'on pourrait aller voir ces personnes âgées. Donc vous savez très bien la gravité de ça. Mais si vous autorisez le public à aller voir des personnes âgées dans les EHPAD, même en mettant un fameux masque en papier qui ne sert à peu près à rien, vous savez aussi que votre histoire de confinement ne tient pas debout. C'est complètement contradictoire. On sait aussi que des enfants en crèche n'arrivent plus à apprendre, à parler, à faire le lien entre la parole, l'émotion et l'articulation à cause des masques de leurs enseignants et des masques éventuellement qu'on peut leur poser dessus. Pour un enfant de 3 ans, 9 mois, 10 mois, 1 an de confinement, c'est un tiers de leur vie. Vous le savez d'ailleurs, puisque vous avez décidé que le reconfinement ne concernerait pas les écoles. D'accord. Mais on sait aussi que les écoles sont justement là où il y a des clusters. Alors c'est aussi incohérent. De même qu'il est incohérent, d'ailleurs je n'ai pas bien compris, je suis comme beaucoup de Français, j'ai pas bien compris ce qui serait autorisé et ce qui ne le serait pas. Si j'ai bien compris, vous devriez vous inciter plutôt à du télétravail dans les entreprises. D'accord. Mais vous n'interdisez pas non plus que les gens aillent à leur travail. Bon, il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas par nature travailler par du télétravail. Les coiffeurs, les hôtesses de caisse, elles sont bien obligées d'aller sur place, hein, voilà, pour travailler. Les agents de la RATP aussi. Et donc il y a énormément de gens qui ne peuvent pas faire du télétravail. Le résultat donc, c'est qu'on va avoir encore une fois dans les grandes villes, et notamment à Paris, mais pas seulement à Paris, des lignes de métro qui sont bondées. C'est encore une fois complètement contradictoire. Le nombre de morts induits par le confinement est très probablement largement supérieur au nombre de personnes sauvées. 6e décision. Je n'aurais pas décidé de prononcer un nouveau reconfinement. Et si vraiment il devait y avoir un problème, parce que je ne connais pas forcément toutes les données du dossier, j'aurais demandé leur avis aux Français par référendum, comme je l'ai déjà dit, en veillant à ce que toutes les opinions soient représentées. Pas seulement l'opinion archi connue de Madame Karine Lacombe, qui touche 222 000 euros du laboratoire Gilead des États-Unis. Les Français, ça leur sort par les yeux, Madame Karine Lacombe. Voilà. Les Français veulent avoir des débats contradictoires avec des gens qui tiennent des positions différentes. Et que ce soit des médecins que l'on n'a jamais vus s'exprimer, mais qui, par exemple, le docteur Maudru, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait vraiment une étude très pointue des effets de l'hydroxychloroquine à partir de l'agrégation de plusieurs dizaines d'études à travers le monde. Ce sont les Français qui ont la souveraineté nationale. Ce sont les Français qui sont souverains. Vous et votre gouvernement, monsieur Macron, vous avez fait beaucoup trop d'erreurs. Vous vous êtes trompé sur tout. Vous avez un bilan qui est calamiteux. Alors on a beau jeu de se gausser de Donald Trump, mais le bilan français n'est pas très loin derrière. Hein. Vous avez fait beaucoup trop d'erreurs. Vous avez beaucoup trop menti. Vous n'êtes pas médecin. Vous n'avez donc pas de légitimité particulière pour décider tout seul du sort de la France et de ce drame national qui vous dépasse complètement. Et vous êtes d'ailleurs suspect, vous aussi, d'avoir des intérêts contradictoires parce qu'il n'est pas normal, j'y reviens, que vous ayez laissé au sein du Conseil scientifique des médecins qui ont d'évidents conflits d'intérêts. En d'autres termes, et j'en terminerai ici, il est grand temps d'avoir une vraie opposition à Macron. Je m'adresse ici à tous les Français. N'attendez pas que les médias vous désignent les candidats qu'ils auront présélectionnés pour la présidentielle. Les grands médias, comme les grandes banques, musellent l'information. Ils n'œuvrent pas pour le bien commun. Ils n'œuvrent que pour l'intérêt de leurs actionnaires, y compris les grands laboratoires pharmaceutiques. Eh bien moi, je vous propose que tous ensemble, nous œuvrions pour le bien commun. Et
Je pourrais œuvrer personnellement pour le bien commun parce que je n'ai aucun conflit d'intérêts, ni avec les médias, ni avec les banques. L'UPR n'a aucune dette et vous imaginez bien que je n'ai aucun intérêt non plus avec les médias. Françaises, Français, il est grand temps de changer la politique pour de bon. Je suis très inquiet maintenant pour la suite des événements. Je crains que subrepticement, on nous impose une politique menant à la fin de nos libertés publiques. Il faut se ressaisir, c'est maintenant ou jamais. Vive la République et vive la France.